d'être avec nous pour ce débat qui est intitulé de manière assez élevée « Darwin 4.0, l'homme est-il encore le maître de son évolution ?» puisque les évolutions et les révolutions industrielles passées sont toutes faites sous le contrôle de l'homme, de sa maîtrise des machines, et ce qu'on appelle aujourd'hui la 4e révolution industrielle, on est en droit de se demander si elle est sur le point de nous dépasser. La robotisation de plus en plus normalisée d'État jusqu'à la cryogénisation et autres promesses de vie éternelle, on l'a vu dans des films, en passant par l'avènement du Bitcoin, la blockchain. Une chose est certaine, les craintes sont nées en même temps que la fascination, et ce mot de fascination est assez important, pour ce futur indistinct qui dépasse de loin les prédictions cinématographiques comme Blade Runner. C'est non seulement l'équilibre d'une société tout entière qui se trouve perturbée, mais aussi le rapport à soi-même, à son intimité, à son intégrité. Le digital va vite, certains diront trop vite, traverse des barrières que nous pensions inamovibles et transforme tout sur son passage. Détruit-il pour autant ce que nous avons construit ? Rien n'est moins sûr, et l'adage de Darwin est aussi présent aujourd'hui qu'en 1859. Pour survivre, il faut s'adapter. La science, qu'on le veuille ou non, a changé de visage. Les intelligences du XXIe siècle ne sont plus les mêmes qu'autrefois. Et face aux maux qui menacent la survie de l'humanité, eh bien, les nouvelles technologies ont leur rôle à jouer, on va en parler. Dirigées par des hommes et des femmes qui savent quels sont les combats les plus urgents à mener, le digital s'allie plus que jamais aux vivants, pour se faire, ou pas d'ailleurs, on le verra avec notamment un camarade médecin qui est à côté, pour se faire le guide d'une nouvelle évolution de l'humanité. Innovation emblématique, la blockchain est la promesse d'une technologie décentralisée et anonyme capable d'ébrécher le monopole de grandes compagnies en l'absence d'organes de contrôle. Une base de données cryptée est créée en réseau grâce à l'intervention de plusieurs utilisateurs qui mettent à contribution leurs machines contre rétribution, chacun en codant un nouveau bloc de la chaîne accessible à tous. Quels sont les usages bénéfiques de cette technologie? On va en parler bien sûr évidemment. Et comment empêcher le crime organisé de s'en accaparer pour échapper au contrôle, notamment pour le blanchiment d'argent. On parlera justement de tout ça, notamment du Bitcoin. Pour en parler, on attend Emmanuel Petiot qui est retardé grâce à nos amis les aiguilleurs du ciel, qui va arriver dans un instant. J'y suis pour rien. Voilà. Donc on va demander à la régie son de faire quelque chose. Emmanuel Petiot, qu'on attend, est directeur général de Denov. Denov, c'est la biotech, c'est la lutte de résistance aux antibiotiques. Il publie ici même un ouvrage qui s'appelle « Les bactéries contre-attaquent ». Philippe Pouletti est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, docteur, chercheur en virologie et en immunologie. Vous êtes fondateur de Truffle Capital, qui est un fonds d'investissement spécialisé dans la medtech à hauteur de 750 millions d'euros. C'est colossal. Qu'est-ce que c'est la medtech, rapidement? Bon, là, on est à 1 milliard. La medtech et la biotech, c'est les dispositifs médicaux qui permettent, en faisant un tout petit trou, par exemple, dans une artère d'une veine, d'aller réparer un cœur, réparer un cerveau. Donc, c'est la disparition de la chirurgie au profit on arrête d'ouvrir. de médecine interventionnelle mini-invasive. Nicolas Brienne, bonjour. Vous êtes Bonjour. directeur général de France Digital. On explique ce que c'est France Digital? On explique ce que c'est France Digital. Donc France Digital, c'est le syndicat des startups, si on doit résumer très rapidement. On a c'est plus plutôt de la CGT ou le MEDEF des startups? Alors, je ne répondrai pas à cette provocation. C'est dommage, Des cher Pierre. startups digitales. Les startups du digital, tout à fait. Il nous manque encore Truffle Capital parmi les adhérents. Donc on a plus de 1000 startups aujourd'hui, ce qui fait nous la plus grosse organisation de startups en Europe. Et on essaye justement de faire entendre cette voix des startups dans le débat public, comme ici aujourd'hui avec vous. Clément Jeannot, bonjour. Vous êtes cofondateur de Blockchain Partner. Alors d'abord, il va falloir que nous expliquiez ce que c'est que Blockchain Partner et surtout ce que c'est que la blockchain. J'ai un peu résumé, mais c'est pas évident pour tout le monde. Alors, Blockchain Partner, on est le leader français de l'accompagnement sur les technologies blockchain. Alors, qu'est-ce que la blockchain? En fait, la blockchain, c'est la technologie sur laquelle reposent les crypto-monnaies. Et en fait, la blockchain, c'est une technologie qui permet de revenir à l'esprit originel d'Internet, c'est-à-dire la décentralisation. Internet, à la base, n'était pas contrôlé par les GAFA, par ces géants du numérique par lesquels on passe aujourd'hui, et qui contrôlent nos données et notre identité numérique. Et la blockchain, ça va permettre justement de reprendre le contrôle sur nos données et sur notre identité numérique. C'est ça la promesse de la blockchain. Emmanuel Petiot est arrivé, on vous salue, merci d'être là. Je disais que vous étiez le directeur général de Denov. Denov, c'est quoi? Denov, c'est aussi une start-up, donc pas du tout dans le numérique. Donc vous n'avez pas encore toutes les start-up, peut-être un jour.
qui développe des bactéries qui servent à produire des antibiotiques et des antioxydants. Voilà, donc on dresse une bactérie, on la modifie, on l'optimise pour qu'on puisse fabriquer des composés à valeur ajoutée dans le médical, mais aussi dans la cosmétique et la nutrition. Et vous publiez ici même Les bactéries contre-attaquent. C'est ça, oui. C'est-à-dire l'histoire du darwinisme mais vue du côté des bactéries, qui d'ailleurs est très similaire à l'être humain. On pourra en reparler tout à l'heure, mais l'être est plus bactérien qu'humain. Quelque part, quand on explique un peu l'histoire des bactéries, on explique aussi l'histoire de l'être humain. Alors le débat, je disais, est assez élevé. Hein. L'homme est-il encore maître de son évolution? On parlait de références cinématographiques tout à l'heure, je parlais de Blade Runner, mais pour moi le spectre c'est quand même HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace, ce robot qui prend, les commandes du vaisseau et qui surpasse l'homme. L'intelligence artificielle a toujours fasciné, et d'ailleurs on le sait, la fascination c'est très mauvais, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle est là, on la soutient, on l'encourage. Et est-ce qu'on risque pas, et je vous pose la question un peu à tous, est-ce qu'on risque pas de se faire dépasser? Moi, je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui suscite des peurs qui sont catastrophistes et que les géants du numérique en fait ont intérêt à susciter ces peurs parce que ça montre ils veulent montrer qu'ils sont tout puissants. En réalité, quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on mélange un peu tout. On entend parler d'intelligence artificielle forte qui pourrait dépasser l'intelligence humaine. En fait, quand on est un peu scientifique, on sait que ça n'a aucun sens pour une raison très simple, c'est que l'intelligence humaine, c'est pas une échelle. Il n'y a pas une échelle d'intelligence comme il y aurait une échelle des décibels en niveau sonore. Il y a quand même des gens plus ou moins intelligents. Il y a des gens plus ou moins intelligents, mais mais Nabila d'un côté, Einstein de l'autre. Là-dessus, on peut être d'accord, et encore, qui sait. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, il y aura des intelligences artificielles précises sur des tâches spécifiques qui pourront dépasser l'homme. Mais l'idée d'une intelligence unique artificielle qui dépasserait l'homme sur toutes ses capacités, ça, elle a été infirmée par des chercheurs comme Ganassia, qui a sorti un super bouquin l'année dernière, qui démonte tous ces mythes. Et qu'est-ce qu'il dit, lui, Ganassia? Il dit quelque chose qui me semble très important. En fait, quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, et quand on agite ses peurs, en même temps, on ne parle pas de plein d'autres sujets qui seraient des motifs de crainte beaucoup plus légitimes. Et, lesquels, par exemple? Alors, il y en a plein, mais il y a par exemple le fait qu'aujourd'hui, à mon avis, on a perdu la main sur l'économie numérique. Aujourd'hui, c'est les GAFA qui contrôlent, comme je le disais tout à l'heure, toute notre vie numérique, en grande partie. Et en fait, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret qui montre que c'est pas seulement la France et l'Europe qui s'inquiètent de ces problématiques, mais c'est aussi, et c'est la grande nouveauté de ces derniers mois, les États-Unis, pour une raison très simple. Aujourd'hui, les GAFA, en fait, contrôlent l'innovation, la dynamique de l'innovation dans le numérique. En fait, je donne un exemple très simple. Quand une start-up aujourd'hui veut créer une appli sur mobile, bah vous savez quoi, elle doit avoir l'accord de Google ou d'Apple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que forcément, si vous voulez concurrencer c'est Google... C'est Big Brother d'Orwell, quoi, c'est ça? Bah c'est surtout qu'en fait, Google décide qui va pouvoir le concurrencer. Forcément, ils vont pas prendre les startups les plus dangereuses. Et donc, la capacité... Ça tombe bien, c'est l'élection à Moscou en ce moment. Voilà. La capacité d'une startup à devenir le nouveau Google est bien plus limitée qu'il y a quelques années. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui, beaucoup plus à mon avis, que les dangers d'une intelligence artificielle qui pourrait dépasser l'homme. Ça m'intéressera d'avoir votre avis sur les GAFA. Mais d'abord, je voudrais laisser la place aux médecins sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que Mais l'intelligence artificielle, d'abord, c'est pas nouveau. Vous savez, la calculette, ça a remplacé la division et la multiplication qu'on faisait à la main. Donc, ça permet de simplifier, d'automatiser les tâches communes. Donc, un ordinateur sera beaucoup plus rapide et efficace que vous pour effectuer une tâche commune. Là où l'homme reste et devrait rester supérieur, c'est pour les tâches exceptionnelles, ou ce qui n'a pas pu être modélisé dans les grands nombres. Donc si je vous prends l'exemple d'un médecin, il est bien évident que pour diagnostiquer une grippe, une typhoïde, un cancer de l'ovaire ou un cancer du poumon, des algorithmes seront utiles. Quand il s'agit d'une maladie rare qui n'a pas été intégrée dans les bases de données, le médecin, dès qu'il est bien formé, sera supérieur. Donc moi, je n'ai pas du tout peur de l'intelligence artificielle, de dire que les géants GAFA dominent le monde. On a entendu ça pendant 300 ans, des géants de l'industrie qui dominaient le monde et un jour se sont écroulés parce qu'une nouvelle start-up a réinventé un modèle nouveau.
Nicolas Brienne. Je vais aller totalement dans le sens de ce qui a été dit auparavant. De l'intelligence artificielle, on en fait tous les jours. On en fait tous les jours sans le savoir, un peu comme la prose de Monsieur Jourdain. Un lien hypertexte, aujourd'hui, c'est de l'intelligence artificielle. Et donc, on l'utilise tous les jours et c'est pas en train de détruire l'humanité. Il faut qu'on arrête de, C'est-à-dire qu'à de chaque se fois qu'on raconter des franchit un histoires. cap, une crainte surgit. Non, il faut se rappeler ce qu'est l'intelligence artificielle, juste bêtement. Hein. C'est la duplication de systèmes d'intelligence humaine. C'est vieux, c'est très très vieux. Les algorithmes qu'on utilise pour l'intelligence artificielle, certains sont utilisés depuis le XVIIe siècle. Ce qui a produit cette accélération, c'est que tout simplement, en face de ces algorithmes vieux comme le monde, on a enfin mis en place les masses de données considérables, notamment des GAFAM, pour entraîner ces algorithmes-là. Et donc, c'est là peut-être où, pour revenir à notre débat sur le darwinisme et sur ce que ça implique pour les hommes et pour les peuples, on est au Salon du Livre aujourd'hui. Au Salon du Livre, on sait tous que quand on ne sait ni lire ni écrire, on est un analphabète. Quand on ne sait ni lire ni écrire un algorithme, qu'est-ce qu'on est ? Eh bien, on est entre les mains des intelligences artificielles et on est entre les mains des GAFAM. Et c'est peut-être là où justement on doit commencer à réfléchir et à se dire quelle est la langue qui est parlée par l'intelligence artificielle, c'est la langue des algorithmes, et combien de personnes au monde maîtrisent cette langue. Et là, on a un vrai sujet. Mais c'est-à-dire qu'il faut apprendre. Il faut des l'apprendre. écoles d'algorithmes. Il faut l'apprendre. Les algorithmes, il faut se rappeler, ce sont des mathématiques. Les Français ont de très belles écoles de mathématiques. On a des gens comme Cédric Villani pour nous le rappeler tous les jours. Ah, tout le monde n'est pas Cédric Villani. Tout le monde n'est pas Cédric Villani, mais c'est un enjeu pour le coup de souveraineté et de contrôle justement de ces révolutions technologiques. Le jour où nous aurons enfin l'intelligence de comprendre qu'en contrôlant les algorithmes, on contrôle les intelligences artificielles, alors nous serons totalement maîtres de notre destin technologique. Qu'en pense Emmanuel Petiot ? Je pense que peut-être ce qu'on est en train de dire, c'est quel est l'usage qu'on fait de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, évidemment, si ça tombe dans les mains de Poutine et Kim Jong-un, ce ne sera pas utilisé de la même manière que si ça tombe par exemple dans nos mains. Chez Deinov, on fait l'intelligence artificielle. Alors, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est pas simplement utiliser des systèmes intelligemment ou que les systèmes fassent certaines choses intelligemment, c'est qu'elles aillent un petit peu au-delà. Je vous donne un exemple. On a des robots de clonage. C'est pas un gros mot, hein, c'est classique. Tous les antibiotiques que vous prenez ont été développés grâce à ces moyens. Et le robot, on a un robot de clonage, donc qui va cloner des bactéries, qui va développer des bactéries qui vont être légèrement différentes de la bactérie originelle qu'on utilise. Le robot va faire une erreur une fois, il va faire une deuxième fois la même erreur, mais il va apprendre pratiquement tout seul à ne pas faire cette erreur une troisième fois. Donc c'est là que commence l'intelligence qui quelque part est artificielle, parce qu'il n'a pas été programmé pour faire ça. Mais on a quand même l'homme, et je reviens sur ce que disait Philippe Poletti tout à l'heure, c'est que c'est l'homme qui lui a permis de réaliser quand même cette action, puisque c'est nous qui avions mis en place la possibilité d'avoir des boucles itératives. Je sais que c'est un peu technique, mais en gros, l'intelligence artificielle commence là où le robot prend un peu le contrôle. Donc c'est un peu plus que le boulier et la calculette, qui étaient effectivement des premiers moyens intelligents pour aller un petit peu plus loin que simplement compter sur le sol, j'imagine, des petits bâtons. Donc je pense que ça peut avoir un intérêt, mais que ça dépend évidemment de la manière dont on utilise un peu le feu de Prométhée. Cela étant dit, je ne sais même pas si on a droit au feu de Prométhée, mais en tout cas, si on y a droit, comment on l'utilise ? Mais on dit toujours de toute façon qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il y a toujours des garde-fous. Mais alors, quels sont-ils ? Et sont-ils étanches ou insubmersibles ou... En fait, je crois que le problème, c'est que sur tous les débats que l'on a autour de l'intelligence artificielle, on commet souvent un contresens. C'est on confond intelligence artificielle et intelligence autonome. Je vous prends l'exemple qui est souvent connu par le grand public, c'est le jeu de Go. Il y a un ordinateur qui a battu un des champions du jeu de Go. Bon, ok, très bien. Il y a un ordinateur qui a battu un joueur au jeu de Go. Mais c'est pas pour autant que cet ordinateur ce système d'intelligence artificielle va inventer un autre jeu que le jeu de Go. Ce que je veux dire par là, c'est que le système d'intelligence artificielle reste toujours dans les bases, dans le périmètre qu'on a bien voulu lui inventer. Et donc, il n'y a pas vraiment de risque, et c'est peut-être d'ailleurs un des sujets majeurs qu'on a avec un auteur comme Laurent Alexandre aujourd'hui et son titre La guerre des intelligences, c'est qu'il ne peut pas y avoir de guerre des intelligences à partir du moment où on se rappelle que l'intelligence artificielle, ce n'est que la duplication d'une intelligence existante qui est l'intelligence humaine. Complètement d'accord avec ce que vient de dire Nicolas. Moi, j'ajouterais une chose qui n'est jamais dite aujourd'hui dans les médias, c'est que... c'est un scoop. C'est un scoop. C'est qu'on n'a fait aucune avancée, mais vraiment aucune, en 20 ans,
en termes d'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire cette idée d'une intelligence, une conscience artificielle qui prolongerait l'homme bien au-delà de sa propre conscience. Les seules avancées qu'on a faites, c'est celles qui ont été... On a voulu... Oui, on essaye. Il y a des annonces qui sont faites par des grands gourous. Il y a des annonces qui sont faites par des grands gourous comme Elon Musk, etc. Aujourd'hui, on est encore, en tout cas en France, dans la phase de fascination sur ces grands gourous. On s'apercevra dans quelques années qu'il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites, mais que personne s'autorise l'idée de dire non, il se trompe parce que c'est Elon Musk. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Les premières critiques de ces gourous-là commencent à apparaître. Et on voit que, par exemple, tout simplement sur les Tesla ou sur l'Hyperloop, il ne délivre pas du tout les promesses qu'il avait dites. Personne n'ose le dire parce que derrière, il y a des stocks options et on a peur que ça se casse la gueule en bourse. Il y a des actifs financiers derrière, tout le monde le sait. Mais peut-être pour brandir sous mon costume bleu, là, Philippe Pouletti. Je ne répondrai pas à cette provocation, mais je vais revenir à votre question. Quels sont les garde-fous devant les dérives des progrès technologiques, que ce soit l'intelligence artificielle, le clonage ou ce que vous voulez, ou l'arme nucléaire. Donc, c'est quoi les garde-fous? C'est l'éducation des masses, la démocratie en numéro 2, la concurrence en numéro 3. Donc, il est bien évident que si on parle d'utilisation de la biologie, non pas pour soigner un malade, mais pour modifier son cerveau pour être plus intelligent, il faut un certain garde-fou éthique, il faut des démocraties qui peuvent réguler, il faut l'éducation du plus grand nombre, parce que le plus grand nombre peut décider ce qui va être bien ou mal dans notre futur, et la concurrence est aussi un très bon garde-fou pour la domination de l'un ou de l'autre pour dicter quelles sont les technologies. On se challenge l'un l'autre et les usages, parce qu'on se challenge l'un l'autre et parce que les positions dominantes sont à risque. Mais l'intelligence artificielle, ce n'est pas un sujet exceptionnel dans le progrès technologique. Le jour où l'homme a inventé le feu, bien, il a fallu contrôler le feu, il a fallu que l'ensemble des gens autour puissent décider ce qu'on allait en faire. Donc c'est la même chose pour la biologie, l'intelligence artificielle et les futurs progrès technologiques qu'aujourd'hui on est incapable d'imaginer, y compris par les plus grands futurologues, parce que le propre de l'innovation, c'est de ne pas pouvoir être prévu à l'avance. Je serais un peu moins optimiste en fait. Désolé Philippe, mais voilà, le sujet avec l'intelligence artificielle, c'est que on a quand même affaire à une technologie extrêmement verticale. Verticale parce que les algorithmes, je le disais, ils sont dans la sphère publique, ils sont souvent anciens, ils sont souvent connus et maîtrisés. Les bases de données, en revanche, qu'est-ce qui fait qu'on a des géants de l'intelligence artificielle? C'est qu'en face, les bases de données sont colossales. Et qui a accès à ces bases de données colossales? Clément le rappelait à l'instant, ce sont essentiellement les GAFAM. Et toute la question qui se pose avec l'intelligence artificielle, c'est comment est-ce qu'on va faire pour éviter que cette technologie ultra verticale nous entraîne vers des effets de concentration totalement incontrôlables. Et c'est peut-être là où je suis moins optimiste que toi sur la concurrence. Aujourd'hui, par cette technologie extrêmement verticale, par ces effets de concentration, aujourd'hui la concurrence, elle est très difficile à obtenir. Mais elle est très difficile aujourd'hui. Dans 15 ans, vous verrez qu'il y aura des nouvelles entreprises, associations, groupements. Je parle sous le contrôle de Pierre. On se donne rendez-vous dans 15 ans sur ce plateau pour vérifier tout ça. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout pour une raison très simple, c'est que je suis pas d'accord pour une raison simple, c'est que les plateformes numériques bénéficient d'un effet qui existait beaucoup moins, voire pas avant, c'est l'effet de réseau, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est de tels titans qu'une start-up qui veut essayer de dépasser, en tout cas d'arriver à atteindre leur taille, elle ne peut pas parce que soit un des GAFA va la racheter, soit il va intégrer les fonctionnalités, soit il va attirer les talents, soit il va faire tout ça à la fois. Et en plus de ça, avec l'effet de réseau, une plateforme des GAFA sera toujours plus intéressante pour l'utilisateur qu'une plateforme nouvelle qui se créera. Et ça explique pourquoi aujourd'hui, dans la décennie 2010, pour la première fois depuis l'invention du web, on a vu apparaître aucun nouveau géant du numérique capable de concurrencer les GAFA. Alors que jusqu'ici, depuis la création du web, en 90... Enfin, à part les 4 Chinois qui ne sont pas dans les GAFA. Oui, je parle dans l'Internet. C'est vrai, je parle uniquement dans l'Internet occidental, mais dans l'Internet chinois, c'est encore pire.
il y a uniquement 2 entreprises qui concentrent tous les pouvoirs. Mais que fait la police? Que fait la police? Et ben justement, c'est pour ça que la blockchain arrive, pour changer et tout disrupter. Heureusement qu'il y a la blockchain et heureusement qu'il y a le syndicat du digital. Il y a quand même, là où je suis un peu plus optimiste, c'est en revanche sur l'éducation. Sur l'éducation, il faut quand même se dire, on a la possibilité de reprendre le contrôle avec de l'éducation, en ayant justement un petit peu plus de connaissances sur les algorithmes. Alors, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, on est au salon du livre, n'oublions pas les classiques. Mais vous avez travaillé pour... N'oublions pas également un truc, c'est que on dit il a fallu 300 ans entre l'invention de l'imprimerie par Gutenberg et l'école de la République selon Jules Ferry. Moi, vraiment, le message que j'aimerais qu'on retienne, c'est n'attendons pas 300 ans entre l'invention des systèmes d'intelligence artificielle et le moment où on va vraiment faire de l'éducation de masse et de la réappropriation de ce qu'est un algorithme. Futur ministre de l'Éducation nationale. Emmanuel Petiot, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais revenons aux bactéries qui sont, alors on le disait plus ou moins, qui peuvent être une arme. Alors, oui, la bactérie peut être une arme, positive ou négative. 99,9% à peu près des bactéries ne sont pas potentiellement une arme, puisqu'elles ne sont ce qu'on appelle les bactéries naturelles, non pathogènes, que vous trouvez sous votre chaussure, dans votre bouche, dans votre intestin. Vous êtes vous-même, tous ici, des êtres bactériens. Vous avez plus de bactéries que de cellules, donc quelque part plus bactériens qu'humains. Et donc, à partir de ces bactéries, je le disais tout à l'heure, on va utiliser l'intelligence artificielle, mais ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre, je pense, est-ce qu'on aura l'occasion de faire de l'intelligence artificielle à très grande échelle. En gros, on parle de tas de choses autour de l'amélioration de l'être humain, des exosquelettes, des surhommes. Mais je peux vous assurer que si Jeff Bezos développe un exosquelette et se développe un cerveau multidimensionné qui permet d'à peu près tout faire, s'il attrape une bonne infection, je parle sous le contrôle de Dr Pouletti, s'il attrape une bonne infection, je pense que l'exosquelette, il va être très vite, rapidement vide, puisqu'il n'y aura plus personne dedans. Il sera mort, infecté par un pathogène qui sera devenu résistant. Voilà. Alors je sais que c'est un sujet un peu bizarre quelque part, c'est un peu mon côté Georges Marchais, parce que je ne réponds pas forcément à la question, je fais une réponse. Vous avez vos questions et vos réponses. Exactement. C'était ça le principe de Marchais. On va continuer sur ce il arrivait, non mais je fais une petite insiste parce que Jean-Pierre Elkabbach m'a raconté, il arrivait avec un cahier A4 et il lisait. Et c'est au moment où il tournait la page, Jean-Pierre me dit, c'est là où on pouvait lui rendre, et ça le rendait fou. Voilà. Parenthèse fermée. Docteur Pouletti. Bon, je vais quand même contester ce que vous dites. Là. Vous savez, quand le transport était maritime, on se disait on domine le transport, on ne pourra pas remplacer. Puis les réseaux ferrés, on a dit on domine les réseaux ferrés, puis il y a eu l'avion. Donc la concurrence bouleversera les situations acquises des GAFA ou d'autres, et ça m'étonne qu'un tenant des startups soit inquiet des positions dominantes des GAFA. Je vais vous donner un exemple. Vous dites les réseaux numériques, les plateformes, mais est-ce que vous savez que les futurs réseaux neuronaux seront la communication entre vous et moi grâce au fait que nos neurones sont des antennes en se passant de l'Internet des objets? Vous le savez, ça? Alors, je le découvre, mais bon, justement, vous voyez, je vous apprends quelque chose. Ça veut dire que Google même plus besoin de débattre. ne sera pas positionné dans ces réseaux-là, mais la start-up que je n'ai pas encore créée, mais que je vais créer cet après-midi. Alors, ne soyons pas inquiets de la position des GAFA. Alors, on est bien d'accord pour des nouveaux usages qui vont se créer, et là-dessus, les GAFA ne pourront peut-être pas s'y placer. Je parlais des usages existants, on parle du réseau social Facebook, de la plateforme de e-commerce Amazon, du moteur de recherche Google, tout ça. Je ne crois pas du tout à l'idée de créer un nouveau... de dépasser, surmonter Facebook sur leurs propres usages. Par contre, effectivement, et parenthèse, c'est ce qu'on avait essayé de faire dans les années 2000, puisque l'Europe, sous l'impulsion de notre cher président Jacques Chirac, avait essayé de créer un Google européen. Donc on avait mis quelques centaines de millions qui étaient directement jetés par la fenêtre, puisque ça n'avait jamais vu le jour. Donc ça sert à rien. Par contre, arriver sur les usages de demain, ça, 1000 fois oui. Et il faut le faire, et c'est pour ça que justement, et là je vais prêcher un peu ma paroisse, il faut, à mon avis, entrer dans cette nouvelle économie numérique qui sont représentées par les bitcoins et plus globalement les crypto-monnaies, qui en fait sont à mon avis... il faut, vous dites il faut. Il faut absolument, mais vraiment. J'insiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un nouveau. Des gens qui ont perdu beaucoup d'argent avec les bitcoins. Alors justement, à mon avis, il faut plus voir. Faire un sondage là, ceux qui ont acheté des bitcoins là. Ouais, sortez vos armes parce que c'est lui. Justement, je pense que les crypto-monnaies ne sont pas vues sous le bon angle. Elles sont vues aujourd'hui sous l'angle de la monnaie.
À mon avis, il faut les voir sous l'angle d'une nouvelle classe d'actifs qui sont le carburant d'une nouvelle économie numérique. Et cette nouvelle économie numérique, c'est ce qu'on peut appeler le web décentralisé. Et pourquoi c'est intéressant pour nous, la France et l'Europe? C'est que le web décentralisé, c'est justement à l'opposé du web actuel qui est extrêmement centralisé. Et dans ce nouveau web, qui est déjà en cours de construction, ce n'est pas quelque chose de futuriste comme certains usages de l'IA, justement, ce nouveau web décentralisé, eh bien, on a toute J'ai été un petit peu trop longtemps d'accord avec toi, Clément. Il va falloir qu'on revienne un peu aux fondamentaux. Sur la blockchain, c'est extrêmement intéressant la blockchain parce qu'effectivement, contrairement à l'IA, qui est une technologie extrêmement verticale, on a une technologie qui est extrêmement horizontale. Et donc, le fait d'avoir les deux qui coexistent en ce moment, je trouve particulièrement intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant dans la medtech, dans les technologies médicales, c'est qu'on peut avoir un croisement des deux, notamment, vous voyez, sur le transfert des données de santé collectées par l'intelligence artificielle, on a un énorme souci sur les données personnelles. Via le transfert via la blockchain, ça permet d'anonymiser tout ça et donc d'avoir enfin un croisement intelligent de ces deux technologies. Néanmoins, parce qu'il faut quand même tu as distribué les roses, il faut te distribuer les épines aussi, mon cher Clément. Un moment, la blockchain, il faut se rappeler qu'on a quand même des autorités centrales qui contrôlent tout ça. On a quand même un moment sur. C'est la Chine, non? C'est pas ça? Non, mais sur les. Je croyais que c'était la Chine. Sur les bitcoins. La puissance de calcul est en Chine, non? Exactement. Sur les bitcoins, les puissances de calcul, ce sont des fermes entières avec de la puissance de calcul phénoménale. Et les gens qui contrôlent cette puissance de calcul contrôleront d'une manière ou d'une autre les blockchains. Donc il faut faire extrêmement attention avec ce qu'on dit en disant qu'on revient totalement à quelque chose d'horizontal et de neutre. Je pense que on a quand même des tendances actuellement sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies qui nous prouvent que tout ça pourrait être un doux rêve, mon cher Clément. Et vient encore ma question des garde-fous du coup. Et la question des garde-fous, alors, pour le coup, avec une technologie extrêmement horizontale où chacun est propriétaire d'une partie de la blockchain, chacun est responsable et on a peut-être un peu moins le problème que dans le cadre de l'intelligence artificielle où là pour le coup c'est très difficile à mettre en place. Pour employer une image, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau, effectivement. Clément, tu polémiques? Simplement un mot pour dire qu'on est au tout début de ces technologies et que ça tient qu'à nous de développer notre propre ferme de ce qu'on appelle les minages, les mineurs, ceux qui valident les transactions sur les réseaux blockchain. Aujourd'hui, il se trouve qu'effectivement la moitié de ces mineurs sont en Chine, mais on est dans un stade expérimental. Et on est au premier stade. Donc il faut les imiter. Non, on peut créer nous-mêmes notre propre réseau. Pas notre propre blockchain, mais notre propre réseau d'acteurs sur ces technologies. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on incite à faire. Et c'est ce que va faire le docteur Pouletti. Surtout mon associé Bernard-Louis Roch, parce qu'à Truffle, on fait aussi des blockchains et quelques activités connexes. Mais l'autre protection contre les dérives, c'est qu'il y ait quelques grosses gamelles. Il y aura quelques grosses gamelles. C'est comme avec les ronds-points, on attend un accident pour faire un rond-point. Virtuelles qui permettront de se rappeler que quelle que soit la monnaie, du papier ou du bitcoin, il faut que ce soit assis sur un véritable actif. Mais donc si on revenait un peu au vivant, vous voulez pas qu'on revienne un peu au vivant? Bien sûr. On va parler avec Emmanuel Petiot du vivant. Mais vous avez peut-être une question à lui poser là-dessus. Sur le vivant, sur les menaces et les peurs, il ne faut pas oublier quand même que l'humanité va dans le bon sens depuis 3 milliards d'années pour la première bactérie, 2 millions d'années pour l'Australopithèque, et que les progrès technologiques, à 90%, ont bénéficié à l'humanité. Moi, je suis persuadé que ça va continuer dans la même direction, en particulier en biologie et en médecine. L'espérance de vie est passée de 25 ans en 1800, 45 ans en 1900, 85 ans aujourd'hui. Est-ce qu'il est nécessaire qu'on vive 100 ou 120 ans? Je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien 200 ans. Quand on mourait à 40 ans, on se disait est-ce qu'il est nécessaire de vivre 80 ans? Donc, Alors, en général, on mourrait surtout avant 6 mois. Mortalité infantile. Mais c'est vrai que 40 ans, c'était une vie bien remplie. Mozart a une vie bien remplie à moins de 30 ans. C'est vrai que ce serait peut-être intéressant de vivre 100 ou 200 ans, à condition qu'on puisse nourrir sur Terre tous ceux qui vieilliront et dureront plus longtemps avec une natalité soutenue. Mais moi, je suis un optimiste et je trouve que en ce moment, beaucoup de gens véhiculent, pour des raisons diverses et variées, des peurs qui sont souvent sans fondement, en utilisant des jargons abscons
compris seulement par certains. Si on trouve des synonymes, déjà, c'est moins abscon. Hein. Peut-être que Bitcoin, on pourrait l'appeler... Monnaie. Monnaie. Emmanuel Petiot, optimiste? Oui, optimiste. Alors, on a parlé beaucoup de darwinisme quelque part humain ou généré par l'humain. En parallèle du darwinisme humain qui a plutôt bien fonctionné, hein, puisqu'on vit beaucoup plus longtemps, effectivement, et ça, c'est lié à notre résilience absolue et relative vis-à-vis des progrès. La démographie, aujourd'hui, on est plusieurs milliards. On arrive à peu près à vivre ensemble. Ce n'est pas le cas partout et dans tous les domaines, dans tous les pays, mais ça a plutôt bien marché. En parallèle de ça, je crois qu'on a oublié que le vivant dans son ensemble, donc les bactéries, je reviens dessus, hein, je suis désolé, c'est comme le Bitcoin. Moi, j'ai pas besoin. C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes là, parce qu'on n'est pas capable, nous, de parler de bactéries. Donc, exactement. Et pourtant, moi, j'ai pas besoin de chaussettes Bitcoin, puisque j'ai des chaussettes avec des bactéries, vous aussi, tout le monde. Donc elles sont là, c'est mes chaussettes bactériennes. Mais ça, on veut pas le savoir. Non, mais justement, c'est une erreur. Parce que si vous vivez aujourd'hui, c'est grâce aux bactéries. Si vous parlez aujourd'hui, c'est grâce aux bactéries. Si vous avez évolué, c'est en grosse partie grâce aux bactéries. C'est les bactéries. Vous avez des bactéries. Donc les bactéries, c'est pas sale, comme dirait l'autre. Voilà. On a oublié, c'est d'un autre siècle. Et donc en parallèle, ces bactéries ont également évolué. Et nous, allant trop vite dans l'appréciation de ce que les progrès nous avaient procuré, c'est-à-dire les antibiotiques en 1945, Fleming reçoit le prix Nobel. Qu'est-ce qu'il fait en 1945? Il dit c'est vrai que c'est assez génial ce qu'on a trouvé, puisqu'il venait de guérir des centaines de blessés qui autrement seraient morts de leur belle mort à Boston quelques années avant. Il y avait eu un gros incendie, des gens étaient infectés, et celui qui a sauvé ces centaines de personnes, c'est Fleming, grâce à la pénicilline. Mais en 1945, il dit attention, les bactéries sont intelligentes quelque part, pas artificiellement, mais totalement naturellement, et elles vont apprendre à résister. Et donc les bactéries apprennent à résister. Alors ça met un peu de temps. Ça a mis quelques décennies, puisque dans les années 60-70, j'imagine qu'on se disait que, ayant gagné quelques décennies d'espérance de vie supplémentaire, on pouvait continuer comme ça sans arrêt. Et les bactéries n'ont pas été complètement d'accord avec ce principe et ont évolué elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont communiqué, dialogué entre elles, elles se sont passées des plasmides entre elles. Elles sont encore plus intelligentes parce qu'elles arrivent à se passer des plasmides entre différents genres bactériens, ce qui fait qu'on arrive à des bactéries qui intelligemment résistent aux pathogènes. Alors les pathogènes, c'est les bactéries que vous craignez, c'est ceux que vous ne pouvez pas avoir sur vos chaussettes. Et là, vous avez raison, parce que je ne vous conseille pas de truffer vos chaussettes ni vos habits de pathogènes. Et donc, au fur et à mesure, les antibiotiques qui ont été développés par des bactéries, puisque les antibiotiques sont fabriqués par des bactéries, sont devenus inefficaces parce que les bactéries ont appris à résister, elles sont intelligentes. Voilà. Et donc, l'idée maintenant, c'est de repartir, pas de zéro, mais pas loin, pour développer de nouvelles structures antibiotiques fabriquées à partir de bactéries, mais différentes, qui puissent aller chercher des pathogènes qui ont appris à résister. Et on fait comment? Alors justement, on met en place des plateformes de très haute technologie. Donc c'est ce qu'on a chez Deinov, nous, une petite start-up, c'est pour ça que je suis en retard. Hein. Moi aussi, j'évolue au gré des vols Air France, donc je m'adapte. Je l'ai précisé, mais ça fait du bien de remettre une couche. On s'adapte, il y a eu un demi-millimètre de neige et ça a mis tout le monde. Vous voyez, le darwinisme, on s'adapte, on évolue, mais un demi-millimètre de neige et on ne sait plus quoi faire. Donc il y a encore du travail. Et donc on a une plateforme à Montpellier de très haute technologie. On a mis en place tous les outils, y compris de l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque part, c'est un peu ubuesque comme histoire, pour pouvoir accélérer le développement de ces bactéries. D'ailleurs, on appelle ça de l'évolution dirigée parfois. Donc ça peut paraître être un paradoxe, c'est-à-dire qu'on les force un tout petit peu à évoluer dans une direction qui va bénéficier à l'humanité avec un grand H. Donc avec tous ces outils très performants, on va développer les antibiotiques du futur. Et on est déjà largement en retard, puisque si on ne fait rien, on peut imaginer que 10 millions de personnes mourront en 2050 des bactéries résistantes. Donc là, je pense qu'une partie des milliards que les GAFA ont orientés vers l'intelligence artificielle pour avoir un plus beau cerveau, pour pouvoir développer un squelette qui les maintient, parce qu'effectivement, à 150 ans, ils vont être un petit peu mous, va être redirigé vers le fondamental qui est de vivre, et non de survivre, et non pas de sur-vivre. C'est très juste ce qui vient d'être dit à l'instant. Le digital devient tout petit là maintenant. Non, mais aujourd'hui, non, mais c'est fascinant en fait. C'est que aujourd'hui, vous avez les plus brillants cerveaux de la planète qui se mettent autour d'une table dans la Silicon Valley. Avec un seul objectif, c'est maximiser le taux de clics sur une bannière publicitaire.
on se dit, on est quand même un peu en train de rater quelque chose. Et c'est vrai que tu le dis à l'instant, ce qui serait intéressant dans cette révolution digitale, c'est si on était capable aussi de réorienter les talents vers des choses un peu plus fondamentales que de maximiser le taux de clic sur une bannière publicitaire. Où avez-vous vu que les plus brillants cerveaux ne faisaient que ça? C'est le business de Google, ça. Mais Et objectivement, ça veut dire qu'on ça reste un des Google. principaux recruteurs. Mais c'est une vue de l'esprit. Bien sûr, Google fait beaucoup parler, mais je vous rappelle quand même que l'université mondiale, les laboratoires de recherche dans le monde entier, de Harvard au MIT, au Royal College, à Zurich. Ils se font ou même- piquer tous ou leurs même talents au par les CNRS. Silicon Valley. Mais vous racontez vraiment n'importe quoi, là, cher ami. Je me disais, Mais c'était un peu non, trop poli mais là, non. pour Mais l'instant. de toute façon, la Silicon Valley, c'est pas que le Bitcoin et la blockchain. Vous êtes allé à Stanford quand pour la dernière fois, vous? Moi, j'ai étudié à Columbia University Non, mais à Stanford, vous y êtes allé quand pour la dernière fois? il y a 3 mois, Oui, vous êtes resté combien de temps? 2 jours? quelques jours, oui, Oui, bon, effectivement. bah voilà, bah alors ne dites pas la Silicon Valley pique tous les talents. Et la Silicon Valley, l'université dans le monde entier, c'est de la recherche fondamentale. Donc la recherche fondamentale, c'est de connaître le vivant, la physique, les maths, l'astronomie, et des transferts de technologies vont venir qui sont imprévisibles. Donc, Vous les pouvez plus- pas, non, mais- vous pouvez mais pas non, dire mais un attendez. moment juste, il suffit de Mais- regarder mais non, mais le attendez, nombre je- d'ingénieurs indiens ou chinois qui vont dans la Silicon Valley pour bosser pour les GAFAM Mais et comparer combien de ces gens-là vont dans les labos du MIT pour bosser sur des trucs vraiment utiles comme ce qui vient d'être dit. Objectivement, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Mais Et attendez, pire que vous- ça, mais regardant les vous avez montants tort. d'argent qui sont investis Vous pour avez maximiser tort. des taux de clics sur des bannières publicitaires en comparaison avec ce qui est mis Mais sur des non. choses vraiment utiles comme réduire la faim dans le monde ou ce genre de choses, Mais- eh bien, mais le compte n'y est pas Mais aujourd'hui. de la même façon, quand on disait que les usines de Détroit embauchaient beaucoup de monde et que ça n'aurait pas laissé suffisamment de brillants cerveaux au Rockefeller Institute, c'est totalement faux. Donc dans l'université, dans les laboratoires de recherche du MIT, de Harvard et d'ailleurs, il y a bien d'autres sujets qui sont traités que de comment multiplier les clics. Et tant mieux, Alors, parce Clément que les Jeannot. nouvelles Ouais. révolutions technologiques viendront Là-dessus. et les budgets de la recherche académique n'ont pas Ah bah, diminué on vous applaudit. parce que les GAFA Oui. recrutaient plus d'ingénieurs indiens ou autres. C'est totalement faux. Donc c'est bien de susciter les peurs des GAFA, Alors, mais soyons un peu réalistes et optimistes. Non mais alors, il y a quand même un certain nombre de talents qui sont attirés par les GAFA, même si c'est pas la. C'est très bien. Mais pour revenir à Stanford, etc., aux universités dont vous parlez, moi je constate que typiquement à Stanford, ils ont créé un laboratoire une majeure entière dédiée à la manipulation psychologique pour les applications technologiques. Il faut savoir que Zuckerberg, avant qu'il quitte Harvard, la majeure qu'il a suivie, outre celle d'informatique, c'est celle de psychologie. Il y a un grand sujet aujourd'hui dont on commence à parler en France, mais qui est beaucoup plus considéré avec beaucoup plus de sérieux aujourd'hui aux États-Unis, c'est le sujet de l'addiction digitale et de la capture de l'attention par les plateformes du numérique. Il y a une étude qui est stupéfiante, qui est sortie l'année dernière, qui n'a pas été traduite encore en France, qui montre qu'il y a un lien de causalité direct entre utilisation des smartphones et des réseaux sociaux par les adolescents et taux de dépression et même taux de suicide chez les adolescents américains. L'année 2012 a été un moment charnière. 2012, c'est le moment aux États-Unis où le taux de possession des smartphones chez les adolescents a dépassé 50%. C'est exactement l'année où le taux de suicide chez les adolescents aux États-Unis a commencé à skyrocket, à énormément augmenter. Alors là, en tant que scientifique, attention, il ne faut pas confondre association et cause à Exactement, effet. mais justement, Non, la non, causalité mais a été attention. prouvée. Donc il y a corrélation, mais il y a causalité, et l'étude l'a montré, puisqu'ils ont fait les tests sur les sentiments de taux de solitude. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a le nombre d'Américains qui déclarent n'avoir aucun ami proche, et il a triplé en 20 ans. Et on sait très bien que le sentiment de solitude, etc., a des effets sur la santé qui sont énormes. Ça touche pas que la santé, ça touche l'attention, ça touche l'éducation. Blanquer disait c'est un enjeu de civilisation. Enfin, je veux dire, c'est un enjeu qui est Monsieur énorme. Blanquer. Monsieur Blanquer, notre ministre. Vous aviez c'est une sorte de bactérie en fait finalement cette addiction. Oui, j'imagine, et j'imagine qu'on oublie une chose qui est extrêmement importante que sous-entend Philippe Pouletti, c'est un concept que j'adore qui s'appelle la sérendipité. Là, La sérendipité, ça vient des... Serendipity. C'est mais un merci. terme. Ouais. Enfin, ça vient Ça des ne m'aide pas beaucoup, mais ça merci. vient de l'île de Ceylan, des princes de Sérendip, donc c'est encore plus vieux que ça. Mais la sérendipité, en gros, en quelques mots, c'est trouver quelque chose qu'on n'imaginait pas trouver
on peut chercher autre C'est chose, le par hasard. exemple, voilà, le hasard complet. Et le problème, je crois, de notre discussion aujourd'hui, c'est qu'on se dit c'est déjà fait, les GAFA ont tout, ils ont trouvé toutes les technologies possibles et imaginables, ils centralisent tout Donc on baisse les l'argent, bras, on baisse les la bras. puissance de calcul, justement pas, parce que la sérendipité va amener d'autres chercheurs, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Alors c'est un peu wishful thinking, hein, c'est un peu, voilà, je l'espère, mais vont les amener à trouver des choses qu'on n'imagine pas encore. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne peut pas se dire que les GAFA ont tout et que les GAFA vont tout prendre. Je pense qu'il se passe des tas de choses ailleurs qui sont moins bien communiquées. Moi, j'ai travaillé 5 ans aux États-Unis. Dans une grosse entreprise, on était truffé de Chinois et d'Indiens, mais à tous les étages. Et pourtant, on était une simple entreprise de biotech sur la côte Est. Mais on ne communique pas sur le fait qu'on est truffé de Chinois et d'Indiens. Mais ils sont là. Donc, Je ne sais pas si j'ai été mal compris à un moment ou à un autre. À aucun moment, je nous ai dit que tant pis, les GAFAM avaient gagné la partie et qu'il fallait tous qu'on se mette la tête dans le sable et qu'on attende la fin du Non, monde. sinon vous Mais ferez pas c'est le un peu boulot. ce qu'on entend, c'est pour ça. Bon, dans ce cas-là, je me suis mal fait comprendre. Non, on a potentiellement, et notamment dans ce pays, des boulevards, des avenues pour justement aller taper les GAFAM sur des segments parfois totalement inconnus. Moi, je reprendrai l'exemple de l'intelligence artificielle chère à Philippe Pouletti. C'est extrêmement incroyable de voir la qualité des bases de données qu'on peut avoir dans la santé, qu'on peut avoir dans les transports publics, qu'on peut avoir dans ce que les anglo-saxons appellent les utilities au sens large. Et derrière, le jour où on débloque ces bases de données et on en fait de l'intelligence artificielle, on est capable d'aller taper les GAFAM sur des applications en santé, sur des applications dans les mobilités, sur des applications extrêmement concrètes qui peuvent changer notre quotidien. Et là, peut-être qu'on aura un peu de serendipity, comme on dit avec l'accent du Kentucky de Philippe Pouletti, Moi, c'est la Californie. qui viendront changer tout ça. De manière générale, effectivement, on a un climat, je trouve, un peu technosceptique qui se développe dans l'opinion. Et à mon avis, un peu à tort, parce que regardons les révolutions industrielles passées. Les révolutions industrielles passées, ça a donné Tchernobyl. Ça a donné, si on remonte un peu plus loin, la catastrophe de Courrières, 1200 morts dans le puits d'une mine. Aujourd'hui, à aucun moment, vous avez 1200 morts du fait de l'intelligence artificielle ou du fait de la blockchain. Donc revenons un petit peu aussi à des ordres de grandeur. Moi, je pense qu'il faut être ni technobéat, ni technosceptique. En revanche, essayons d'être Non, ça, c'est de la technocritique. caricature. Pourquoi c'est la Je ne suis pas technobéat, certainement pas. J'ai montré vers l'Est comme ça, voilà, vers l'Orient. Je dis simplement qu'il ne faut pas être obsédé par les GAFA. Vous savez, historiquement, c'est quand les entreprises pensent qu'elles dominent le monde qu'elles deviennent fragiles. Donc, la technologie continuera d'évoluer. Le problème de la France, sous-jacent, vous dites, mais on pourrait concurrencer. C'est pas les GAFA, c'est que la France est un petit pays, que notre recherche académique n'est pas la meilleure mondiale, qu'on a une structure de l'université ou du CNRS qui est un peu archaïque. Donc ça ne nous permet pas d'avoir tout le bouillonnement qu'on trouve à Stanford ou MIT, encore en maths et en physique, c'est pas mal, en biologie c'est un peu moins bien. Mais je vous donne un exemple concret. Nous, la semaine dernière, on vient d'annoncer qu'on a acheté une licence exclusive et mondiale à Harvard ou MIT, à 2 hôpitaux américains, pour créer en France une start-up sur une nouvelle technologie de médecine interventionnelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la recherche scientifique universitaire mondiale est à notre service pour créer en France des entreprises pour peu qu'on s'en donne le mal. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'Indiens et de chercheurs brillants chez Google que ça nous empêche de créer des brillantes entreprises, Deinov étant un exemple parmi d'autres. Là, on parle économie, effectivement. On revient peut-être sur l'aspect social, sociétal, humain du débat Darwin. Avons-nous encore la maîtrise de notre évolution? Je reviens à mon mantra que je disais au début. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve qu'on se focalise sur des peurs catastrophistes, en particulier sur l'intelligence artificielle, et on ne parle pas de sujets qui sont déjà existants. Et là, je reviens à ma question d'addiction digitale, qui est encore une fois un sujet aux États-Unis qui est pris très au sérieux. Et qui touche encore une fois à des enjeux énormes en santé, à des enjeux énormes en éducation, en termes de concentration, mais aussi paradoxalement en termes d'innovation. En fait, si on est le nez sur nos applications et sur notre smartphone, on n'a plus la capacité d'ennui. Et l'ennui, c'est la source de la créativité. Et la créativité, ça mène à l'innovation.
Donc, C'est ce qu'on dit à propos des enfants, et on devrait le dire à propos des adultes. bah, exactement. Non, mais très sérieusement, hein, moi je suis convaincu que c'est un sujet qui est aujourd'hui pris un peu dans la catégorie insolite ou avec un peu d'ironie. On peut se dire, ah là là, mon enfant est toujours sur son smartphone, Je ne etc. crois pas que ce soit insolite, je pense que c'est un sujet sociétal Exactement. que l'on tartine dans les médias, d'ailleurs à juste titre, assez souvent. Sauf qu'on a dit exactement la même chose à propos des écrans de télévision. Et pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait fait des générations de débiles. Non, Ah ce bon que je veux dire, c'est que on n'avait pas la télévision dans la poche. C'est quand même, il y avait une grande différence. C'est qu'aujourd'hui, où que vous soyez, dès que vous avez un moment dans une file d'attente, où que vous soyez, vous sortez vos smartphones, vous avez moins cette capacité d'énergie. Moi, je pense que c'est un enjeu qui est essentiel. Sur Comme la à l'époque, télévision, on j'aimerais sortait bien son entendre journal dans la file d'attente. J'aimerais bien entendre quand même le docteur Pouletti sur la télévision, pas sur le smartphone. Bon, je suis médecin, ça ne veut pas dire que je suis un spécialiste. Oui, mais vous êtes un observateur, de la santé. donc... Bon, mais je parlais d'éducation tout à l'heure. Bien sûr que l'éducation, et au premier rang l'école et les parents, doivent être un peu là pour guider l'utilisation des smartphones par leurs enfants et pas forcément mettre la fibre dans la chambre des enfants. Mais encore une fois, il y a des effets pervers, mais il faut toujours regarder le verre à moitié plein. Donc globalement, je pense que ça a été des progrès. Bien sûr. C'est une addiction, certes, mais je note aussi qu'il y a moins de fumeurs en Californie, pendant qu'il y a plus d'utilisateurs Oui, de mais smartphones. il y a plein d'effets Il y a positifs, moins mais d'usage. Donc vous voyez, arrêtons de voir toujours les c'est pas effets une question de dangereux voir. ou C'est pervers, simplement mais pouvoir- l'éducation, c'est très important. Pour clore le débat et en revenir à notre question, l'homme est-il encore maître de son évolution Mais oui l'homme ou n'a- non, et comment? Mais l'homme n'a jamais été maître de son évolution. D'abord, pourquoi? Parce que quand on fait des enfants, le hasard, serendipity, décide du génome de vos enfants. Et plus il y a de variations entre les parents, hein, c'est pour ça que dans les populations fermées, la génétique dérive rapidement. Plus il y a de variations, meilleur est le progrès. Mais vous ne décidez pas à l'avance des générations futures. Le darwinisme, certes, l'environnement va dicter un peu l'évolution, mais on n'est pas maître de son destin. Donc on ne l'a jamais été. Et je pense qu'encore une fois, dans les 100, 200, 300 ans, nos brillants futurologues qui essayent de nous annoncer quel est le devenir de l'homme à 50 ans n'en savent absolument rien. Et c'est tant mieux. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt de la science et de la technologie de vivre sur cette terre. Nicolas, sur cette question. Pour rester maître de son destin, moi je m'en tiendrai à juste quelque chose, c'est savoir, c'est pouvoir. Je pense que pour pouvoir véritablement contrôler une révolution technologique, il faut la comprendre. Et donc pour la comprendre, notamment quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle de blockchain, quand on parle de medtech, il faut être capable de comprendre. Ça passera par l'éducation, ça passera notamment par l'éducation à travers les mathématiques. Et on ne peut rien prédire, on ne peut rien envisager. Moi, je vous invite quand même à regarder les signaux faibles, à lire, c'est le bon endroit à ce qui paraît. Il y a un ouvrage absolument fabuleux que je vous recommande, c'est un ouvrage de Jules Verne qui a été seulement publié en 1994, qui s'appelle Paris au XXe siècle. Dans Paris au XXe siècle, Jules Verne nous parle des métros magnétiques qui roulent tout seuls, nous parle de l'égalité femmes-hommes, nous parle du déclin du latin par rapport aux sciences. Je pense que nous avons tout autour de nous pour lire des livres intelligents qui nous permettent de contrôler cette belle révolution technologique. Je ne vais pas vous insister remercie. sur le déclin du latin. À vous. Je n'ai rien à ajouter à ces deux brillantes interventions. Bah, dis donc. Entièrement d'accord. Emmanuel Petiot. C'est un peu court, jeune homme. Non, je rigole. La chance sourit aux esprits bien préparés. Je crois que c'est Pasteur qui a dit ça. Donc préparons-nous bien, on en a parlé, pour que la chance nous sourie. Voilà, c'est tout. Merci à tous.